C'est parfait. Merci beaucoup, Vincent. Merci évidemment à tous pour vos précédentes interventions. On va en effet passer à cette séquence qu'on a souhaité vous proposer. Comme à chaque AG, on vous propose un contenu un peu inédit. Et cette fois, on a souhaité appuyer justement sur la notion des entreprises à mission. Pourquoi ? Parce que ça a été dit à maintes reprises, on est l'agence de développement et d'innovation, mais que l'innovation aujourd'hui, elle est évidemment technologique, mais pas que. Et elle passe aussi par d'autres aspects, dans la façon dont les entreprises peuvent s'inscrire dans leur écosystème, travailler, diversifier, fonctionner avec d'autres, associer autrement aussi leurs salariés et avoir un regard peut-être plus fort sur leur impact, sur leur amont, sur leur aval. Et donc on a souhaité vous proposer une séquence inspirante sur l'essor des entreprises à mission, puisque ces entreprises à mission, elles sont aujourd'hui aussi structurées dans une communauté. Et on a la chance, et je pense qu'il est avec nous, je l'ai vu tout à l'heure, d'avoir avec nous Emry Jacquia, qui est PDG de la CAMIF, qu'il a repris en 2009. Il nous réexpliquera ce qu'il en a fait et comment lui-même a appliqué justement ce principe de l'entreprise à mission à la CAMIF, et quelle est au-delà de ça, évidemment, l'action de la communauté. Et vous verrez, il y a des entreprises en Nouvelle-Aquitaine qui sont avec lui. Donc bonjour Emry, je pense que vous êtes là et que vous avez mis votre son et votre image. Super. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Emry, au nom de tout le monde, merci à vous d'être avec nous. Merci à la technique de nous aussi proposer Emry Jacquia en visuel. On ne restera pas trop collé au slide, on va rentrer assez vite dans les sujets. Là, c'est vraiment votre intervention qui nous intéresse. Mais aussi, vous serez accompagné un petit peu plus tard. On va d'abord vous laisser intervenir, mais vous serez accompagné aussi plus tard par justement des entreprises du territoire, certaines qui viennent juste d'être, entre guillemets, certifiées entreprises à mission. Et je pense notamment à Olivier Guilbault, qui, je sais, est avec nous, du laboratoire Sciences et Nature, qui nous dira exactement ce qu'est Sciences et Nature, mais c'est une entreprise qui fait des produits cosmétiques et d'entretien écologique et biologique depuis le pays du bocage-bressurais, depuis l'agglo du Bressurais dans les Deux-Sèvres. Donc on le salue d'ores et déjà, on se retrouve tout à l'heure. On aura aussi avec nous Céline Rigaudy, qui est depuis les débuts aussi de Commerceau, qui a commencé dans le Lot-et-Garonne, qui est basé aujourd'hui à Bordeaux, mais aussi dans toute la France, qui est une cofondatrice et qui est directrice commerciale de Commerceau. Et Céline, alors Commerceau n'est pas encore une entreprise à mission, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, mais par contre vient de passer une certification B Corp. Donc ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure de la conférence, on va vous expliquer ça, mais en tout cas, un exemple d'entreprise qui essaye d'aller plus loin en termes de responsabilité sociale et environnementale et qui le traduisent dans leurs objectifs. Et puis on aura aussi avec nous Thomas Boisserie, qui est fondateur des Nouvelles Fermes et qui a ouvert il n'y a pas encore très si longtemps que ça une ferme sur l'Ormont. Vous la voyez un peu derrière lui sur la photo, là, une serre où on mixe maraîchage, aquaponie, on expliquera tout à l'heure ce que c'est, et aussi finalement un modèle un peu de start-up. Les Nouvelles Fermes n'est pas une entreprise à mission, n'est pas certifiée, mais vous verrez qu'ils ne mégotent pas non plus sur leur raison d'être, et Thomas nous expliquera ça, et évidemment ce sera l'objet d'un échange entre nos intervenants, et peut-être aussi avec vous dans la salle si on a le temps, puisqu'on a prévu cette session jusqu'à 12h30 à peu près. Donc tout d'abord, je vais passer la parole à Emry. Je vous ai très rapidement présenté Emry, mais évidemment, dites-nous en plus sur comment vous avez mené le bateau CAMIF depuis 2009, et puis ce qui a été finalement quelque chose qui a été un cap pour vous, au-delà du profit ou de la rentabilité de la CAMIF, si j'ai bien compris. Donc je vous laisse la parole. Merci et ravi d'être avec vous aujourd'hui à l'Agence de développement et d'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Moi, je suis un entrepreneur. Ma vie d'entrepreneur a basculé quand j'ai quitté Paris pour aller m'installer à Niort et relancer CAMIF. Et je suis également aujourd'hui président de la communauté des entreprises à mission, qui est une association qu'on a créée en 2018, un peu avant la loi Pacte, pour offrir un cadre aux dirigeants qui veulent rendre leur entreprise plus contributive aux enjeux et aux défis qui sont devant nous, qui sont majeurs, des défis sociaux, environnementaux. Et je crois qu'en fait, l'essor des entreprises à mission, il est vraiment lié à ça, à cette prise de conscience qu'on est probablement la première génération d'abord à savoir et à avoir fait le lien entre
les dérèglements qu'on peut observer au niveau du climat, de la biodiversité, des inégalités, et nos modes de vie, nos modes de faire entreprise, nos modes de production. Et on est probablement aussi la dernière génération à pouvoir agir avant que tout ça nous échappe. Je crois qu'on est tous acteurs des changements qu'on a besoin d'engendrer dans le monde. Et moi, il y a une étude de Carbone 4 qui m'a beaucoup marqué, qui montre que si tous les citoyens adoptent les meilleurs éco-gestes possibles, on arrête de prendre l'avion, on arrête de prendre sa voiture pour les trajets de moins de 3 km, on arrête de prendre sa voiture et on arrête de manger de la viande, on n'aurait fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Ce qui veut dire que les 75% du chemin sont à faire par les entreprises. Et ça met une grande pression sur aujourd'hui la responsabilité des dirigeants. Et probablement, on peut se le dire, l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Encore faut-il l'activer, et c'est tout l'enjeu des entreprises à mission. Il y a aujourd'hui également un contexte bien particulier, probablement qui a été accéléré, vous l'avez dit tout à l'heure, par la crise de la Covid. C'est une exigence croissante des citoyens, des consommateurs et des collaborateurs. Et tout ça, c'est la même personne. L'exigence, elle porte sur l'engagement des entreprises. Donc, en tant que dirigeant, aujourd'hui, on a une responsabilité essentielle dans bâtir le monde d'après. Et c'est pour ça que je crois que l'essor des entreprises à mission, il est inéluctable. Et évidemment tout à fait souhaitable. En tant que dirigeant, ce dont je peux témoigner, c'est que pour Camif, ça a été un vrai levier de transformation de notre modèle. Si on a fait le... J'ai des petits échos là. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, tout à fait. Bon, parfait. Est-ce qu'on a fait le choix au moment de la relance de miser sur le Made in France, qui n'était pas du tout un thème à la mode en 2009, hein. On n'avait pas eu encore le ministre qui portait la marinière, on n'avait pas encore le slip français, bref, c'était totalement ringard. Mais pour nous, c'était une conviction ancrée qu'il y avait une place pour un modèle alternatif à la grande distribution qui a été toujours cherché plus loin, moins cher, et on voit où ça nous emmène aujourd'hui. Une place pour un acteur qui prône une consommation plus responsable, une production locale. C'est les choix qu'on a faits, mais ce qui a été déterminant finalement dans notre chemin, 12 ans après, je peux en témoigner, c'est en 2013, quand au-delà du périmètre des clients historiques Camif, puisque vous le savez, Camif c'était une coopérative qui avait été créée en 1947 avec des instituteurs et en 2009 ils avaient à peu près 65 ans d'âge moyen. Donc si on voulait voir l'avenir pour Camif, il fallait aussi aller engager un projet de transformation de la clientèle. Et à ce moment-là, on a fait 2 rencontres. Une première rencontre avec un fonds d'impact, un fonds d'investissement qui est rentré dans notre capital en 2013, qui s'appelle Citizen Capital, qui est un des tout premiers fonds d'impact en France, et qui a une thèse d'investissement qui va devenir, j'en suis convaincu, la thèse majeure, qui est que les entreprises les plus engagées seront celles qui auront également la meilleure performance. Et puis la deuxième rencontre qu'on a fait, c'est avec des chercheurs, ceux de l'école des mines, Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel, qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu, convaincus que l'entreprise ne peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit et qu'elle a un vrai rôle, une vraie utilité dans la société qu'on a probablement un peu oublié. Et ce chemin, on l'a donc fait avec ces chercheurs pour structurer notre démarche d'impact, pour lui donner du sens. Je dis souvent la RSE, parce qu'on parle souvent de la RSE, c'est avant tout redonner du sens à l'entreprise. Alors, on s'est mis en chemin de redéfinir finalement la raison d'être de Camif, pourquoi on est ensemble, la raison d'être ensemble, à quoi on sert, pourquoi on existe et qu'est-ce qu'on doit apporter au monde. Et on a cheminé pendant 2 ans et demi pour formuler les 2 phrases qui sont constitutives de notre raison d'être que vous voyez, proposer des produits et des services pour la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser notre écosystème pour inventer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Parce qu'on est convaincu qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il y a une nouvelle économie à mettre en place, une économie probablement plus circulaire, moins gourmande en ressources, plus locale et plus inclusive. Et c'est vraiment au cœur du projet Camif. Si on a mis 2 ans et demi pour faire ces 2 phrases, c'est pas qu'on n'est pas efficace à la Camif, mais c'est qu'on a souhaité faire de cette démarche un levier d'engagement et interroger toutes nos parties prenantes à finalement redéfinir le pourquoi de la Camif.
Et ça a été un chemin qui était passionnant. En 2017, on a inscrit cette raison d'être et nos 5 objectifs de mission que vous voyez accrochés en dessous dans nos statuts. Et l'engagement statutaire, il est déterminant parce qu'il permet d'aligner les actionnaires avec ce projet qui devient un triple projet, un projet économique, bien sûr. L'entreprise à mission, c'est une entreprise avant tout qui doit faire du profit, mais également, et pas uniquement pour ses actionnaires, également un profit pour l'ensemble des parties prenantes et sur des enjeux qui sont des enjeux extra-financiers, donc des enjeux sociaux et environnementaux. Donc nous, on a défini 5 objectifs de mission qui sont dans nos statuts aujourd'hui et qui font de nous aujourd'hui une société à mission, puisqu'il y a eu en 2019 et en 2020, avec les premiers décrets, la loi a consacré finalement ce modèle d'entreprise à mission, de société à mission, c'est-à-dire une société qui se dote d'une mission, qui l'inscrit dans ses statuts, qui crée un comité de mission pour évaluer et permettre de s'améliorer de manière continue. En quoi c'est un exercice intéressant ? Et en quoi j'invite en fait tous les dirigeants aujourd'hui, et c'est pas uniquement parce que je porte ma casquette de président de la communauté des entreprises à mission que je le dis. D'abord, c'est un sujet, c'est un chemin passionnant. Ça répond à une question finalement existentielle, celle du sens. On a tous besoin de redonner du sens à nos vies, et le dirigeant aussi, il a besoin de donner du sens à son action. Et redonner du sens et clarifier la raison d'être de l'entreprise, c'est redonner une boussole à l'entreprise, c'est réinscrire l'entreprise dans le temps long qui est absolument nécessaire pour engager des transformations profondes. Ensuite, c'est un levier de transformation justement. Et aujourd'hui, on a besoin de transformer nos modèles d'entreprise pour développer une économie qui soit tout simplement soutenable. Un levier de transformation qui devient un levier de création de valeur, de différenciation, et qui permet d'affirmer la singularité de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Notre 3e objectif de mission est de faire de l'économie circulaire notre standard. Quand on dit ça en 2017 et quand on l'inscrit dans nos statuts, ça nous oblige, ça nous pousse à aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait sur les démarches où nos chefs de produits faisaient un travail de sélection d'une offre de qualité avec des critères locaux, durables, avec des fabricants français, une centaine de fabricants français qui représentent plus des 3/4 de notre chiffre d'affaires. On s'est dit, bon, on ne va pas attendre de nos fabricants de s'engager sur l'économie circulaire, il faut qu'on y aille nous-mêmes. Et donc, on a lancé un projet qui s'appelle Camif Édition, qui sont des produits co-créés avec des experts d'économie circulaire, des designers, des fabricants français. Et ça nous a permis de changer de métier. Et voilà, l'entreprise à mission, ça va assez loin parce qu'on est en train de passer d'un métier de distributeur à un métier d'éditeur. Et ce faisant, ça protège et ça crée une valeur pour l'entreprise qui est tout à fait unique. On est dans un secteur, comme vous le savez, le e-commerce, assez hautement concurrentiel, pour le moins, on peut dire ça, avec des acteurs américains, chinois et très agressifs et un marché qui bouge très vite. Le fait d'avoir une offre qui soit différenciante, qui soit exclusive, qui soit innovante, avec le caractère économie circulaire, éco-conception, ça nous met à l'abri de cette concurrence effrénée des grandes marketplaces. Ça crée de la valeur pour l'entreprise en confortant nos marges ainsi que celles de nos producteurs. Et puis, ça crée aussi une valeur sociale et environnementale parce que 100% de nos produits sont fabriqués en France, sur nos territoires, dans une démarche de circuit court et avec cette démarche d'éco-conception et intégrant davantage de composants issus du recyclage. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça ancre le fait que quand on a une mission, une raison d'être, avec des objectifs de mission et qui transforment en profondeur les pratiques de l'entreprise, alors ça devient un levier de performance. Ensuite, ce qui est clair, c'est que c'est également un levier d'engagement parce que si ça donne du sens pour le dirigeant, ça en donne aussi pour l'ensemble de ses collaborateurs pour lequel la raison d'être est une véritable boussole. Et on sait aujourd'hui, on sait mesurer que c'est un levier d'attractivité pour la marque employeur Camif. On arrive à attirer des talents jusqu'à Niort, c'est pour vous dire. Et le levier d'engagement, c'est aussi la fierté que l'on a de travailler dans une entreprise qui crée des emplois sur le territoire. On a été assez loin pour pouvoir mesurer notre 2e objectif de mission, qui est de dynamiser l'emploi sur les territoires et favoriser l'insertion. On a été développer une étude d'impact et on sait aujourd'hui mesurer que pour un emploi qu'on crée à la Camif à Niort, on crée et on soutient directement 14 emplois en France. Et cet effet multiplicateur de x14, il est tout à fait
unique sur le marché. Il crée beaucoup de fierté en interne et on sait que 25% de ces emplois sont en région Nouvelle-Aquitaine, ce qui démontre également l'ancrage local de l'entreprise. Donc, c'est un levier de transformation, c'est un levier de performance, c'est un levier d'engagement. Tout ça, ça se traduit à un moment donné par une valeur économique pour l'entreprise. Camif a réalisé l'année dernière, dans un contexte tout à fait particulier, une croissance de 44%. Cette croissance, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle est liée à un engagement croissant de citoyens consommateurs qui privilégient davantage le Made in France, le local, le durable dans leur acte de consommation et qui voient la Camif comme l'acteur le plus engagé dans son secteur, la marque la plus engagée sur le développement durable, sur la consommation responsable. Et ça, c'est le fruit d'une cohérence, d'un projet qui est long, qui date depuis 12 ans, mais qui s'est structuré au fil du temps, notamment avec la mission de l'entreprise. Donc, cette performance, écoutez, je pense que c'est un peu l'enjeu, c'est que quand on arrive à apporter la preuve de la connexion entre l'engagement sur des sujets sociaux, sociétaux, environnementaux et la performance économique, alors il y a toutes les raisons d'y aller. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe au sein de la communauté des entreprises à mission, communauté qu'on a créée en 2018 pour offrir un cadre d'abord de partage entre pairs, entre dirigeants, parce qu'on a pu mesurer qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient soucieux d'augmenter encore leur contribution et leur impact positif sur le territoire, sur les enjeux sociaux, environnementaux, mais qui cherchaient un peu un cadre pour le faire. Et on s'est dit qu'il y avait une grande valeur au partage de l'expérience. C'est ce qu'on offre au sein de la communauté des entreprises à mission, un cadre de partage. Mais également, on offre au sein de cette communauté, et c'est une des missions de notre association d'intérêt général, c'est de faire connaître ce modèle. Parce qu'à partir du moment où on se rend compte qu'effectivement, il y a une réconciliation entre performance économique et enjeux sociaux environnementaux, qu'il y a une valeur à structurer sa démarche d'impact en allant jusqu'à la société à mission, parce que c'est vraiment des 3 étages de la loi Pacte, puisqu'on a eu la chance, après 2018, d'avoir la loi Pacte qui est arrivée, qui a été largement inspirée d'ailleurs des travaux des chercheurs de l'école de mines qui sont aujourd'hui dans notre conseil scientifique de la communauté des entreprises à mission. Le 3e étage le plus engageant pour l'entreprise, c'est celui de société à mission, parce qu'il définit une raison d'être transformative, parce qu'elle est traduite en objectif de mission, inscrite dans les statuts, ce qui permet d'obtenir l'alignement des actionnaires, et avec une gouvernance spécifique, donc un double contrôle de la mission par le comité de mission, qui comprend pour les entreprises, la plupart du temps, l'intégration des parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise. Et enfin, la dernière mission de la communauté d'entreprises à mission, c'est de continuer à enrichir ce modèle en observant les pratiques des uns et des autres, parce que c'est un modèle qui est nouveau. Mais je pense qu'on a vraiment une chance en France d'avoir cette loi Pacte qui est tout à fait originale dans le monde et d'avoir ce cadre structurant qui est offert par la société à mission. Probablement l'essor des entreprises à mission, il n'en est qu'à ses débuts. Il y a eu un effet accélérateur avec la loi Pacte parce que les chefs d'entreprise se sont dit maintenant que c'est dans la loi, il faut qu'on y aille. Et ce cadre est tout à fait intéressant. Mais il y a eu le deuxième accélérateur probablement le plus fort, c'est la crise de la Covid. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons aujourd'hui en France 150 sociétés à mission, donc des sociétés qui ont obtenu la qualité de société à mission, dont la plupart d'entre elles, à peu près 2 tiers d'entre elles, on a lancé un baromètre des sociétés à mission en début d'année, 2 tiers d'entre elles sont des PME et des ETI. Et ça, c'est très intéressant parce que je crois qu'il y a un atout fort pour les entreprises familiales, pour les entreprises du territoire qui sont attachées à leur territoire, qui ont déjà structuré une démarche RSE, d'impact, etc. La société à mission permet d'offrir un cadre vraiment tout à fait intéressant et structurant. Et il y a 9 sociétés à mission en Nouvelle-Aquitaine, ce qui est d'ailleurs la 2e région après l'Île-de-France. Donc, je milite chaque jour pour qu'il y en ait encore davantage. 9 sociétés à mission qui sont connues. On parle de Léa Nature, on parle de la Maïf, on parle évidemment des laboratoires Sciences et Nature, mais Olivier va nous en dire un mot tout à l'heure. Mais aussi des petites structures, Red Green, Au-delà Événements, Critnisty, et puis Aigle aussi, et Data Campus à Niort aussi. Et Shaker Company, je crois. Et Shaker Company aussi, non ?
Ah voilà, vous voyez, donc ça fait 10. Donc c'est formidable, ça bouge chaque jour, c'est ça qui est très positif. On aurait pu se dire, avec la crise de la Covid, tout ça va s'arrêter parce que les entreprises ont d'autres choses à faire et beaucoup de problématiques de court terme à gérer. C'est pas ce qu'on a observé. On aurait pu se dire, avec le cas Danone, tout le monde va se désengager de la société à mission. C'est pas ce qu'on observe. En fait, il y a vraiment un accélérateur très fort. Il y a trois fois plus de sociétés à mission aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Donc la dynamique, elle est réelle. On pense que d'ici 3 ans, on aura à peu près 10 000 sociétés à mission en France et qu'il y a un enjeu de toutes les façons à ce que les entreprises s'engagent sur les enjeux socio-environnementaux. C'est un enjeu de performance, donc ça fait partie de la responsabilité même du dirigeant, parce que ma conviction, c'est que demain, seules les entreprises qui seront capables de prouver leur utilité pour la société seront encore là, voire seront les plus performantes. Donc moi, évidemment, j'invite tous les dirigeants à se lancer dans cette aventure, dans ce chemin qui est passionnant. Pour Camille, ça a été vraiment un outil de transformation qui a alimenté derrière la stratégie de la marque, la stratégie de l'offre, qui a modifié en profondeur nos pratiques de management. Ça libère beaucoup le manager parce que la mission est claire pour tous. Et c'est un chemin qui mérite sur lequel il mérite de marcher parce qu'il est passionnant et il est transformateur. Il ne faut pas le faire seul, c'est pour ça qu'il faut rejoindre des communautés et la communauté d'entreprises à mission est la première communauté, la seule association d'intérêt général uniquement centrée sur ce sujet. On a beaucoup de contenu, des formations, actions avec un parcours pour accélérer le parcours des leaders qui souhaitent s'engager sur la voie de la société à mission. On a des groupes de travail. Bref, on a aussi un contenu open source qui est disponible en ligne et que je vous invite à aller visiter sur entreprisedemission.org. Voilà, je suis pile poil dans mon timing, je crois. C'est parfait, Emery, on n'en attendait pas tant. Merci beaucoup pour ces propos. En effet, ces 15 premières minutes, c'est vraiment très éclairant. Et puis ça nous permet, c'est très important ce que vous évoquez sur le fait que, c'est vrai, en Nouvelle-Aquitaine, on a des ETI, des PME qui s'engagent là-dessus. Parce qu'on a beaucoup entendu parler de l'entreprise à mission dernièrement, y compris sur le sujet autour de Danone, et de la façon dont ça pouvait frotter ou pas sur ce lien avec cette qualité-là. On rentrera peut-être pas dans le débat maintenant là-dessus. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, vraiment ici, depuis la Nouvelle-Aquitaine, c'est en effet de voir, qu'on a des membres qui affichent cette raison d'être, 2, qui calent les objectifs là-dessus, pour l'extérieur, mais aussi pour les salariés. Mais on en comprend aussi que c'est un chemin. Et que donc, là, je vois que vous proposez en effet des formations, désormais, des moyens pour booster un peu ça. Ça questionne aussi, je trouve, les acteurs de l'accompagnement qu'on peut être aussi, nous, sur le territoire, et les acteurs, on va dire, parapublics et institutionnels de l'accompagnement. C'est vraiment très intéressant. Et du coup, je propose que, justement, on passe la parole à quelqu'un qui vient de finaliser alors pas tout le chemin de l'entreprise à mission en elle-même, mais en tout cas, le fait d'avoir enfin cette qualité. Et c'est monsieur Olivier Guilbault, que vous connaissez, Emery, si je ne dis pas de bêtises, vous connaissiez avant que la loi Pacte soit entérinée. Et donc, je propose aussi à Olivier Guilbault de nous rejoindre, de rallumer sa caméra et son micro, parce que laboratoire Sciences et Nature, j'ai quelques slides, mais vous allez nous représenter évidemment ça. On est sur une ETI, membre du club des ETI d'ailleurs de la région. Il y en a, on a cité tout à l'heure Léa Nature notamment, qui est aussi dans la entreprise à mission et dans le club. Et vous, Olivier Guilbault, pour Sciences et Nature, donc on l'a dit, un fabricant français de cosmétiques et de produits d'entretien écologique depuis 1972. Il y a aussi des aspects liés à votre raison d'être qui sont inscrits depuis très très longtemps, et ce chemin pour arriver aujourd'hui à l'entreprise à mission, il a été assez long. Oui, merci et bonjour à tous. Effectivement, alors très rapidement pour présenter le laboratoire Sciences et Nature. Donc, on est voisin de la Camif, voilà, ça permet de situer et on reste évidemment en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, bonjour à tous nos collègues. Donc, en fait, Sciences et Nature, on est une entreprise avant tout familiale et j'ai envie de dire qu'il y a la chance d'être né dans un chaudron écologique où la dimension environnementale, donc en 1972, n'était pas à la hauteur de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et c'est tant mieux. Donc, entreprise familiale créée par mes parents, donc à Orléans, plutôt milieu urbain, et on a migré dans les Deux-Sèvres sur la ferme de mon grand-père familial, donc qui s'appelait Aimé Body,
qui a par ailleurs donné son nom à notre marque phare qui est Body Nature, donc en vente à domicile. Donc laboratoire Sensé Nature, donc c'est effectivement, comme l'expliquait Emery, une entreprise, j'ai presque envie de dire, à mission sans le savoir depuis un certain temps, puisque le postulat de départ, c'était de proposer des produits sains et sécurisants pour l'homme et l'environnement, donc avec une démarche qui était de proposer des produits bio, mais au sens biodégradable. Donc plutôt produits entretien, plus que produits biologiques au sens où on l'entend actuellement avec la notion d'agriculture biologique. Voilà, donc c'est une belle aventure, hein, les missions qu'avaient confiées mes parents à leur aventure, c'était ça, c'était de développer un savoir-faire industriel. Donc on est concepteur, on est fabricant, on est même cultivateur d'une partie des matières premières. On ne renie pas nos origines agricoles en étant en plus sur une ferme, en agriculture biologique et en biodynamie évidemment. Donc savoir-faire industriel, de la fleur au flacon, avec différentes marques, donc Body Nature, puisqu'on est né à domicile, sur la base de produits qui à l'époque donc étaient bio, donc ça parlait à personne, étaient un peu techniques puisqu'il fallait les expliquer, l'usage nécessitait un mode d'emploi à commenter. Les magasins de l'époque n'étaient pas en phase avec ces exigences, donc c'est né à domicile. Voilà. Donc Body Nature, entretien cosmétique, bien-être, et puis sont venus s'ajouter ensuite Sentifolia, donc l'intelligence des plantes pour la vitalité de la peau, donc magasin bio, Guérande qui est une start-up où on fait une incursion, un mariage entre deux régions, on tente Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire, puisque c'est une gamme qui vise à valoriser les marais salants autrement que sur le sel, mais avec des actifs qui sont présents et qui ont des propriétés intéressantes pour la peau, et ProSense en hygiène professionnelle, pour donc plutôt une dimension produit d'entretien pour collectivité, industrie, société de nettoyage, etc. Donc rapidement brossé, le socle commun de tout ça reste l'environnement, la préservation des ressources et surtout l'utilisation des ressources les plus naturellement possibles, en essayant d'aller chercher dans la nature ce qu'elle propose comme fonction qu'on allait peut-être plus facilement, peut-être plus économiquement chercher dans des solutions plus chimiques, même si la chimie, ça n'a strictement rien de péjoratif, mais plus de synthèse, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on continue de se développer. Alors on a passé la crise, on n'a pas la croissance de Camif pour l'année 2020, mais on s'en sort pas trop mal avec une stabilité de nos activités, et avec les produits d'entretien, en fait, il y a eu une redécouverte des principes d'hygiène, des principes de bon sens, et peut-être que ça participe, cette phase de Covid participe du bon sens paysan au sens large, où on redécouvre des éléments essentiels, le respect de l'autre, une approche systémique qui est nécessaire si on veut perdurer demain. Voilà, donc la présentation. Pardon. Olivier, vous nous disiez aussi que du coup, sur cette démarche-là, vous, l'idée, elle était aussi, et c'est, je crois, une formule que vous avez, qui était d'aller au-delà du bio et de pouvoir justement l'inscrire et poser ça comme des engagements, y compris d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, une neutralité carbone que vous envisagez pour dans quelques années. Mais ça, vous le traduisez d'une certaine manière officiellement dans vos statuts à travers aujourd'hui une qualité d'entreprise à mission. Mais oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on parle beaucoup de cheminement. On se lève pas un matin en disant tiens, ça y est, j'ai trouvé ma raison d'être, ma mission. C'est tout un cheminement depuis 72 où finalement, à un moment donné, à partir du moment où on mettait dans nos catégories une étiquette avec une fleur et un peu de vert, ça y est, c'était écologique.
Et à un moment donné, sont arrivés des labels, des cahiers des charges, des certifications qui ont mis un peu d'ordre dans ce qui conférait réellement un caractère écologique au produit. Donc ça se traduit par un écolabel, ça se traduit par Cosme Bio dans l'univers cosmétique. Donc on a participé à toute cette aventure dans notre domaine de compétences, donc entretien et cosmétique. Et puis sont arrivées les démarches de développement durable, de RSE plus récemment, et on s'inscrivait naturellement dans ces démarches. Et on a fait le constat que finalement, si on voulait être mieux-disant sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, il fallait s'attacher à la fois au produit, à la fois à la dimension du bâtiment ou de la façon dont on fabrique les produits, avec les énergies, avec les bâtiments de type HQE, il fallait faire un bilan carbone, enfin un certain nombre d'éléments. Et puis en poursuivant, il y avait des éléments sociaux qui pouvaient être inscrits dans l'entreprise avec des labels comme Lucie, avec tout un tas de dispositifs. Et on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas, un peu à l'image des généraux russes qui ont des médailles qui sont un peu lourdes sur les vestes, collectionner tous ces éléments. Et donc, on a effectivement lancé notre démarche au-delà du bio, donc démarche interne, mais qui vise précisément à agir sur le produit qu'on souhaitait forcément certifier écologique, éco-conçu. Ça, c'était un des premiers piliers de nos actions qu'on a formalisé en 2012, en fait, à l'occasion des 40 ans de l'entreprise. Donc le produit, l'environnement de production, puisque fabriquer un produit, mais dans un lieu sympathique comme les Deux-Sèvres ou la Nouvelle-Aquitaine au sens large, c'est mieux. Des bâtiments de type HQE, haute qualité environnementale, c'est mieux. Avec une énergie qui est d'origine renouvelable, et c'est le cas à 100% depuis le début de l'année, en étant autoproducteur d'électricité à raison de 25%. Donc voilà, l'environnement de production, c'est un deuxième pilier qui nous paraissait important et qu'on crédibilise avec un certain nombre de cautions externes. Et puis le troisième élément, c'est la notion de conscience écologique. Donc c'est avoir conscience de son impact, avoir conscience, comme le précisait Emery à l'instant, que finalement, il fallait aussi peut-être réfléchir au futur pour le rendre durable, vivable. Et donc, c'est relocaliser un certain nombre de relations clients-fournisseurs, soutenir le milieu associatif. On a créé une fondation en 2018 pour justement préserver l'environnement. Donc, troisième pilier, la conscience. Et en fait, sans le savoir indirectement, notre mission, on l'a écrit depuis 40 ans et presque 50 ans l'année prochaine. Et ça paraissait naturel de se rapprocher de la communauté des entreprises à mission, de ces premières réunions où il y avait effectivement c'est quoi une raison d'être, comment on s'organise, etc., pour crédibiliser toujours dans cette démarche légitime, donc la démarche de l'entreprise. Et donc, on a franchi le cap l'année dernière, en 2020, donc en inscrivant dans nos statuts cette raison d'être qui est de donner à chacun la possibilité de prendre soin de soi, de sa famille et de sa maison en préservant la planète. Et les objectifs, finalement, on est resté sur des objectifs qui étaient déjà définis depuis 2012, mais qui changent dans les montants, dans les critères et puis dans certaines lignes. Voilà un peu la démarche. Alors peut-être une question triviale, et puis après si Emery aussi a peut-être une volonté de réagir aussi sur ce qui vient d'être dit de votre part, puis après il faut que je fasse le mettre du temps un petit peu, hein, je suis désolé, mais il faut que j'avance. Mais pour une question peut-être un petit peu triviale, est-ce que du coup, je pense que parmi nos auditeurs, on a vraiment une grande diversité aujourd'hui de gens qui se sont inscrits, hein, entre des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes, des institutionnels. Je pense qu'ils se posent à un moment donné tous aussi la question de savoir si
si, en effet, en termes de retour sur investissement, l'ensemble de ces engagements et le fait de l'inscrire, en effet, dans vos statuts est quelque chose qui est finalement très impactant, ou si voilà, le retour sur investissement, il va se retrouver peut-être à moyen terme, ou peut-être directement, parce qu'en effet, ça contribue à réenchanter peut-être certains postes ou à avoir un impact, comme le disait tout à l'heure Emery, sur la marque employeur, par exemple, et donc avoir un impact sur, en effet, comment aussi dégoter des profils depuis le Bressuret. Alors, oui, alors la question du retour sur investissement de la démarche, il y a peut-être 2 exemples qu'on pourrait avoir pour illustrer. La première, c'est au niveau des assurances, donc on ne l'attend pas forcément à ce niveau-là, mais il y a quelques années, il y a une compagnie d'assurance qui s'appelle Generali qui a développé un programme qui s'appelait Agir pour notre avenir, qui visait à proposer, suite à un audit spécifique dans les entreprises qui se lançaient dans la démarche, suite à un audit, on va dire, d'approche responsable, très orientée développement durable, de labelliser les entreprises qui passaient positivement cet audit, Agir pour notre avenir, et donc de bénéficier d'une remise sur des primes d'assurance. Alors, les assurances, en ce moment, c'est un sujet qui peut être assez important, mais à l'époque, le constat était de dire que les entreprises qui agissent pour l'environnement, qui agissent pour le futur, ont globalement une sinistralité qui est moindre. Donc, partageons et on restitue une partie de la prime à ces entreprises qui vont donc payer moins cher parce qu'il y a cette démarche. C'est un peu la logique que la Maïf a eue finalement il y a quelques temps avec le Covid, en restituant une partie de tout ce qui est assurance voiture, parce que les voitures sont restées au garage pendant un temps important à l'époque du confinement en 2020. Donc ça, c'était un premier exemple pour dire, oui, ça coûte peut-être un petit peu, mais à un moment donné, il y a un retour. Et puis le deuxième exemple, c'est au niveau énergie. Donc on a 2 chaudières biomasse avec une partie des combustibles qui sont cultivés sur place. Le choix, il y a 10 ans, était de poursuivre dans une logique fuel, gaz, ou d'aller sur quelque chose de plus écologique. Donc, nous, le chauffage, c'est une donnée qui est importante, parce qu'au-delà de chauffer les locaux, ça intervient dans le process pour chauffer et fabriquer les produits. Donc, on en a vraiment besoin toute l'année. Et l'arbitrage bois ou fuel, finalement, repose sur des hypothèses qui étaient un cours du pétrole et une parité euro-dollar. Et finalement, en fonction de l'hypothèse qu'on prend, on pouvait faire pencher la balance à droite ou à gauche, du bon côté. Et finalement, on s'est dit que dans la durée, dans le temps long, puisqu'on s'inscrit dans le temps long, le pétrole bon marché risque d'être un peu moins courant qu'aujourd'hui. Et on est parti directement, naturellement, j'ai envie de dire, sur la biomasse. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison. Donc, c'est à la fois un engagement, même s'il y a un surcoût à l'instant T qui devient rentable dans une logique de temps long. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Sans parler de la marque employeur, effectivement, qui permet de faire venir des talents à Noailles-les-Aubiers ou Bressuire. Exactement. Olivier, moi j'ai une question pour toi, Olivier, parce que pour moi vous êtes un exemple parfait, parce que vous êtes une entreprise qui est engagée par nature, donc on pourrait presque dire une entreprise à mission par nature, mais pour toi, quelle a été la vraie valeur ajoutée d'inscrire dans tes statuts cette raison d'être? Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as engagé tes collaborateurs? Et dernière question, où est-ce qu'elle est affichée à part dans les statuts? Ça fait beaucoup de questions. Alors, oui, on va essayer de répondre de manière succincte, s'il vous plaît. Alors, je vais faire vite. Donc, l'intérêt, c'était de participer et d'échanger avec d'autres entreprises pour partager les succès et les échecs. Et j'encourage tout un chacun à franchir le pas, ne serait-ce que discuter, ça n'engage à rien. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, comment on l'a mis en place? Ça s'est fait naturellement et à un moment donné, on a posé le cadre avec les collaborateurs pour proposer un certain nombre de pistes qui ont été validées. Et pour finir, je fais très vite, c'est inscrit dans les statuts, effectivement, et on va le déployer
à grande échelle pour les 50 ans d'entreprise l'année prochaine, et on travaille sur l'interne en ce moment en demandant un exemple concret. Ce matin, il y a une journée d'intégration, il y a 7 nouveaux salariés qui font le tour du domaine et en fin de parcours, donc je vais aller les rejoindre tout à l'heure, on leur demande par rapport à la démarche au-delà du bio, on rappelle la raison d'être et on demande à chacun c'est quoi votre engagement à vous par rapport à cette raison d'être, et ils le notent sur un post-it et ils le gardent précieusement et voilà. J'ai fini, Antoine. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Et ça me permet, avant de faire la transition, justement, de dire qu'il y a aussi une 5e marque qui est une marque Odyssée Nature, puisqu'en effet, vous avez une dimension touristique. Vous proposez aussi une visite de ce site de Sévrien. Et les visites sont faites, en effet, si j'ai bien compris, par des gens de l'interne qui alternent dessus. On va enchaîner, je vais proposer à Céline Rigaudy de nous rejoindre. Céline, certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà, elle était intervenue sur le dernier Matransphonum qu'on avait fait en physique en février 2020, ça remonte déjà maintenant à presque une autre époque, et on avait mené une table ronde numérique et environnement, où on questionnait la façon dont le numérique pouvait impacter les problématiques environnementales et vice-versa, j'allais dire. Et on s'était rencontrés à cette occasion. Et Commerceau, Céline va nous le redire, mais Commerceau est une entreprise, donc une PME, qui est dans la gestion des invendus, notamment en lien avec le monde de la grande distribution, sur les invendus alimentaires, mais pas que. Et si je ne dis pas de bêtises, Céline, vous n'êtes pas encore entreprise à mission, mais vous êtes passée Bicorp récemment, et vous aussi, vous lancez dans ce type de certification, quoi. Oui, complètement. Bonjour à tous. Alors, l'entreprise à mission reste une cible, et j'ai bien noté la communauté sur laquelle on va pouvoir s'inscrire. Emery, nous, on a fait une étape préalable. Donc, nous, on a une start-up d'une trentaine de personnes, donc une dimension effectivement plus petite. On existe depuis 7 ans et on intervient sur le sujet du gaspillage alimentaire, mais non alimentaire, parce qu'heureusement, la loi évolue aussi sur ces secteurs-là. Et en fait, on travaille avec des industries, de la grande distribution, des producteurs, des restaurateurs, pour faire en sorte que grâce aux dons, au déstockage ou à un certain nombre de leviers, on puisse éviter la poubelle et viser le zéro destruction. Avec, en 2 mots, un triple impact. Il y a évidemment une notion de performance économique parce qu'on réduit le coût des déchets, et derrière, il y a en France, on a des modalités fiscales qui permettent quand même de bénéficier de leviers attractifs sur ce sujet-là. Évidemment, c'est un impact environnemental parce que ça n'a juste aucun sens de produire, transporter pour jeter des produits, sachant qu'au niveau mondial, aujourd'hui, on se parle quand même encore un tiers de la production mondiale qui est aujourd'hui gaspillée. On en a pas mal parlé en France. Effectivement, on est encore un pays assez précurseur sur cette prise de conscience. Et évidemment un impact social parce que, au bout du compte, ce sont des personnes défavorisées qui bénéficient de ces produits-là. Donc, et pas plus tard, pour l'anecdote, je viens de raccrocher avec la Banque alimentaire de Gironde, qui est quand même un acteur très très important en Nouvelle-Aquitaine, qui me disait que encore aujourd'hui, avec le contexte, il y a une hausse des bénéficiaires, des personnes âgées, des étudiants, des personnes dans la rue qui ont aujourd'hui effectivement pas suffisamment de quoi se nourrir et pas suffisamment de produits d'hygiène. Donc on est en plein dedans, et nous, notre métier, c'est de convaincre les donateurs de s'engager dans cette démarche-là, et on les accompagne d'un point de vue numérique et administratif pour faciliter les démarches. Donc on a effectivement aussi une raison d'être et une mission qui est très orientée sur ces sujets-là. Simplement, on a voulu aller plus loin, et en l'occurrence, on a fait la démarche l'année dernière de s'engager dans la certification Bicorp. C'est là-dessus que je voulais apporter mon témoignage. C'est effectivement très riche. Ça prenait pas mal de temps. Bicorp, en quelques temps, il y a une phrase qui symbolise bien, je trouve, le positionnement de cette certification, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs, mais nous, on a fait ce choix-là. Et en fait, la phrase qui dit, c'est de « cherchons à être meilleurs pour le monde et non les meilleurs au monde ». Et je trouve que c'est assez révélateur de la façon dont on essaye, en tout cas, nous, de s'inscrire dans la société. Donc voilà, Bicorp, c'est 200 critères. Il faut obtenir une note de 80 au minimum. Il y a à peu près 80 000 entreprises dans le monde qui font ce test. C'est international, c'est international. Ouais, c'est un label international. C'est disponible en France. C'est un outil qui est super bien fait. J'invite vraiment
quelles que soient les personnes engagées ou pas, ça permet au moins de se poser ces questions-là. Donc, il y a des sujets de gouvernance, ça pose des questions sur la notion de collaborateur, de l'environnement. Ça interroge aussi sur ce qu'on travaille avec les clients et l'impact au niveau de la collectivité. Le questionnaire, il est gratuit, il est en ligne, il est très, très bien fait. Quelle que soit la note, ça permet quand même vraiment de se positionner sur le niveau sur chacun des leviers. Il y a à peu près 100 entreprises en France et c'est comme les entreprises à mission, c'est aussi un chiffre qui est en grosse croissance. Et au-delà de la certification, parce que être certifié pour être certifié, c'est pas tant l'enjeu. Ce qui a été très intéressant, et c'est là où je veux apporter mon témoignage, c'est l'énergie que ça a produit en interne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vous oblige. Donc, il y a pas mal de choses qu'on faisait, simplement qui n'étaient pas forcément documentées, processées. Donc, ça a l'intérêt de travailler là-dessus. Donc, c'est des baromètres salariés, c'est une politique de voyage qu'on a formalisée, c'est une charte de responsabilité ou charte éthique. Je pense qu'effectivement, ça permet de formaliser et de structurer un peu des engagements qu'on avait déjà, mais qu'on n'avait pas pris le temps de noter, de partager et de co-construire avec les salariés. Ça interroge aussi sur la notion de partie prenante et de fournisseur, donc c'est-à-dire avec qui on a envie de travailler. Et voilà, ça a été un engagement assez fort des collaborateurs. Et pour le coup, c'est assez rapide comme démarche quand on y met un peu d'énergie, puisqu'on a démarré, nous, en mai-juin, les premiers ateliers de travail. Et on a obtenu, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, hein, nous on reste une petite structure, mais on a obtenu la certification en février. Avec la note de 104. Donc voilà. Et derrière, l'obligation aussi derrière d'inscrire la raison d'être dans les statuts, dans le cadre de la loi PAC, pour aller au bout du geste. Et quand on a entamé cette démarche, la prochaine étape pour nous, c'est effectivement de nous engager dans l'entreprise à mission, puisque ça a fait émerger beaucoup de pratiques, beaucoup de questions, et sur lesquelles on a envie d'aller au bout du geste. D'accord. Là, je suis déçu parce que je pensais poser la question à Emery de dire qu'est-ce qui va les convaincre de passer à l'étape suivante, mais en fait, j'en comprends que vous l'avez déjà franchi. Oui. C'est effectivement un chemin sur lequel on est, et après ça paraît évidemment somme toute logique, et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça motive les collaborateurs, et nous en tant que dirigeants, ça nous oblige effectivement à toujours aller un peu plus haut, parce que ça crée maintenant des prérequis, des évidences sur lesquels c'est aussi l'intégralité des salariés qui nous pousse aussi à aller plus loin. Donc voilà, c'est assez exigeant, et je reviens pas sur les impacts économiques positifs qui ont été cités par Olivier et par Emery, mais c'est une évidence. Nous, depuis qu'on a cette certification, on est aujourd'hui en train d'avoir des appels d'offres sur lesquels on se positionne. On nous demande notre politique RSE. Quand vous dites que vous êtes certifié Bicorp, avec la note qu'on a eue, ça permet d'avoir une attractivité forte et de se positionner de façon très positive sur les clients potentiels avec lesquels on est en discussion. Donc, il y a à la fois en interne et en externe, il n'y a pas de débat sur l'intérêt de s'engager dans cette démarche-là, et effectivement de poursuivre avec la partie entreprise à mission. Et d'ailleurs, c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est potentiellement complémentaire. C'est des approches qui permettent de travailler des leviers communs, et qui sont des moyens différents, en tout cas, de se positionner sur ces sujets-là. Très bien, merci beaucoup. Emery, peut-être une réaction avant qu'on passe à Thomas ? Je trouve ça très intéressant, et je souligne également la complémentarité des deux approches. Nous, on est labellisé Bicorp, certifié Bicorp depuis 2015. On a été recertifié en 2018. Ça oblige à progresser entre deux certifications. La démarche Bicorp, c'est une démarche qui permet d'être excellent sur l'ensemble de ses pratiques RSE, sur l'ensemble de ses pratiques de relation avec ses parties prenantes. Et c'est un label, bon, il y en a d'autres, hein, j'ai vu dans le chat ISO 26000, etc. Mais ça a le mérite d'être un label international qui nous permet de nous comparer un peu dans tout type d'industrie, tout type de pays sur nos pratiques. La différence principale entre les deux démarches, c'est que la démarche d'entreprise à mission et la mission, elle va être vraiment singulière à chaque entreprise. La raison d'être de Camif ou celle de Commerceau, elle est unique, elle est spécifique, et on va en décliner des objectifs de mission qui sont singuliers là aussi à l'entreprise, et qui sont vraiment ce à quoi on va porter notre attention pour avoir le maximum d'impact, parce que c'est sur ces champs d'action-là qu'on va pouvoir être vraiment les meilleurs pour le monde et contribuer positivement. Et donc, il y a une démarche qui est assez verticale, qui est celle de la mission et l'entreprise à mission, et une autre qui est plus horizontale,
qui est un label RSE++, on va dire, parce que pour être certifié B Corp, il faut être vraiment très bon et excellent. Mais les deux démarches sont très intéressantes et complémentaires. Super. Très bien, je vous propose, et on arrivera presque à tenir le timing, et tout en ayant, je l'espère, dit beaucoup de choses pour piquer la curiosité de nos auditeurs. Ça me permet de passer la parole à Thomas Boisserie, donc des Nouvelles Fermes. Salut Thomas, qui nous parle depuis Lormont, donc on n'est pas très loin les uns des autres, mais bon, le contexte fait qu'on est obligé de se faire ça à distance, mais en même temps, ça nous permet de voir très clairement derrière toi ce qui est en fait Pollinaire Farm, si je ne dis pas de bêtises. Là, on est chez Pollinaire Farm, qui est une des actions des Nouvelles Fermes. Tout à fait. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, très bien. Parfait. Merci de me recevoir. Alors, désolé, moi je pense que je suis la petite crotte par rapport à vous trois. Nous, on a encore la petite boîte qui se lance. En fait, on s'appelle les Nouvelles Fermes. La ferme qui est derrière moi, c'est la ferme qui s'appelle Pauline, qui est donc basée à Lormont, en effet. C'est une ferme d'aquaponie. Alors, ravi de participer à cet échange. Nous, notre structure, en fait, c'est pas une entreprise d'émission. On a les statuts de l'économie sociale et solidaire, par contre. Donc, basé sur 3 principes de base qui sont les profits pour l'entreprise, mais pas que. Donc, entendre des profits plus largement, c'est que l'entreprise soit profitable à tous. La gouvernance aussi, avec des représentations des salariés de la société, puisqu'il y a 3 personnes qui bossent à temps plein dans la ferme qui est derrière moi. D'ailleurs, il est possible qu'on les entende un peu parce qu'ils doivent bosser, quoi. Voilà. Et après, dernière chose qu'on peut avoir, évidemment, c'est notre mission. Pour vous l'expliquer simplement, donc l'aquaponie, c'est la contraction d'aquaculture et hydroponie, donc c'est l'élevage associé du maraîchage. Alors on peut voir ça comme de l'innovation en soi, mais en fait ça 4000 ans. On en trouve des traces avec ce superbe graphique. Merci beaucoup Antoine. Donc c'est l'élevage de poissons associé du maraîchage. Vous voyez, donc c'est un écosystème en 3 parties en circuit fermé. Donc vous avez des poissons. Donc pour nous, pour le coup, ce sont des truites arc-en-ciel qui batifolent dans des bassins. On en a à peu près 1200 en ce moment, qu'on va faire grossir à peu près jusqu'à 1,5 kg, et dont les effluents, qu'on peut aussi appeler des déjections ou du caca, voilà concrètement, vont être transformés naturellement par des bactéries en nutriments, en base azotée, particulièrement pour les plantes qui flottent. En fait, comme vous le voyez derrière moi peut-être un peu, on voit ce sont des radeaux qui flottent sur à peu près 30 cm d'eau. Ça ressemble un peu à des lignes de nage. C'est une agriculture qui utilise 10 fois moins d'eau que l'agriculture de pleine terre. Quand on voit que l'été dernier, par exemple, 99 départements sur 100 en France étaient en stress hydrique, c'est une notion qui est assez importante. De plus, on n'utilise aucun produit chimique de synthèse. Les déjections des poissons permettent de fournir à peu près 80% des besoins des plantes, et on arrive à biosourcer les 20% qui restent. On est en serre froide, donc on ne chauffe pas, on ne climatise pas. Pour cette serre expérimentale qui est derrière moi, qui s'appelle Pauline, donc, on produit l'équivalent à peu près de 20 tonnes de produits frais par an, et pour autant, on consomme en eau l'équivalent d'une famille avec 2 enfants, à peu près, pour vous donner à peu près une idée de la consommation en eau qu'on peut avoir. Et en électricité, c'est l'équivalent d'un aspirateur et demi, concrètement. Voilà, on est à peu près à 3500 watts en temps réel. On a décidé, en fait, dès le départ, j'ai un passé d'entrepreneur dans le secteur du e-commerce, pour ceux qui connaissent peut-être un peu, qui s'appelle loisirenchères.com. Oui. Donc c'était vendre des loisirs et des vacances aux enchères. Se lever tous les matins et vendre de l'aérien, au bout d'un moment, c'est vrai que je commençais à me fatiguer, à m'user, à essayer de trouver du sens à mon job. Et donc partir sur le secteur agricole, qui est un secteur de cœur, je l'adore, ce secteur, mais malheureusement c'est le 2e plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. C'est 24% des gaz à effet de serre qui sont émis sur la planète par le secteur agricole, ce qui est assez conséquent. Alors c'est marrant parce que, excuse-moi, je te coupe 2 secondes Thomas, mais tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais encore arrivé, mais Alain Rousset était présent sur l'AG, et justement a parlé d'agroécologie et de l'importance de l'agroécologie et du fait, alors il avait aussi un discours sur la façon dont l'innovation dans l'agroécologie, y compris technologique, pouvait être au service de moins de pénibilité. Mais en tout cas, ton discours fait aussi écho à tout à l'heure cet axe agroécologie évoqué. Voilà. Oui, tout à fait. On refermera la parenthèse très vite. L'innovation technologique, c'est bien, mais il y a beaucoup d'autres innovations en fait qui existent déjà et qui sont là, qui sont disponibles. Il n'y a plus qu'à les ramasser. On demande juste des pouvoirs publics et des investisseurs privés pour simplement les mettre à l'échelle. Et c'est le but des nouvelles fermes en fait.
Notre objectif, c'est donc là, on va l'annoncer lundi. On clôt une levée de fonds assez conséquente, plusieurs millions d'euros, pour l'ouverture d'une première ferme du côté de Mérignac, donc qui va être la plus grande ferme d'aquaponie en Europe, qui va donc produire 100 tonnes de produits frais par an. Et donc vous faites le calcul, c'est 100 tonnes, et c'est l'équivalent de 5 familles en consommation d'eau. On va économiser chaque année l'équivalent d'une piscine olympique en eau, pour vous donner une ordre de grandeur en fait de la résilience de ce type d'agriculture-là. Donc, en soi, après, notre objectif, c'est donc d'ouvrir et d'élargir ce champ-là, recréer du savoir paysan, parce que ça reste du savoir paysan, l'aquaponie, finalement. Et comme c'est une agriculture qui a été redécouverte récemment, début du XXe siècle, on a découvert les dérivés du pétrole qui étaient pas chers. Donc, dès qu'on avait un problème, on asperge. On a des nuisibles, on asperge. On veut faire pousser plus vite, on asperge. Voilà, l'idée, c'est vraiment sortir de ça. Donc, on a construit, on a bâti les nouvelles fermes sur les 4 piliers du développement durable. Pas 3, mais 4. Le premier, économique. Et puis, Emery le disait très bien tout à l'heure, on a beau être une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on est d'abord et avant tout une entreprise, à savoir qu'il faut qu'on fasse des profits. Si on fait des profits, à ce moment-là, on est durable et on est duplicable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut avoir dans nos KPI, dans nos indicateurs clés de développement, pas uniquement des indicateurs financiers, mais aussi des indicateurs, j'allais dire, sociétaux, qui vont pouvoir être dupliqués. Donc c'est aussi pour ça qu'on a été très discret et qu'on sort tout juste du placard là depuis quelques mois et on commence à parler un peu de notre projet. Parce que jusqu'à encore récemment, on en parlait très peu, simplement parce qu'on voulait atteindre le point d'équilibre et la rentabilité de la ferme qu'il y a derrière moi. Alors, donc, ça c'est très intéressant. Je rebondis Thomas parce que ça veut dire, je sais qu'en plus ADI a été un peu en soutien aussi sur cet accompagnement à la levée. Enfin, si tu en parles, je me permets du coup de l'évoquer. Mais c'est un point aussi très important. Ça veut dire que sur ce type de projet, agroécologie, en mode start-up, avec de la rentabilité, ça veut dire que les investisseurs aujourd'hui suivent des entreprises comme la vôtre qui sont ESS, avec des raisons d'être, des principes du développement durable. Donc ça veut dire aussi des fonds et des acteurs qui soutiennent aujourd'hui ce type d'engagement et de raison d'être. Parfaitement. Des fonds privés. D'ailleurs, je remercie, j'en profite, Annabelle Dubois de l'agence qui, sans qui je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais, salut. Et donc c'est donc des fonds privés, des investisseurs privés, des fonds d'investissement, mais aussi des banques et des pouvoirs publics, Union européenne, régions, départements, BPI France, qui ont aussi fait le choix de se dire on va avoir une vision un peu plus long terme et peut-être une rentabilité qui est un peu plus lente à atteindre, mais par contre beaucoup plus solide. Donc premier pilier du développement durable, en effet, l'économie, et ça pour nous c'est fondamental. Deuxième, le social. C'est vrai qu'on en parle un peu, mais par exemple ici, parmi nos employés, on a un mineur dans la compagnie qui a traversé la Méditerranée en Zodiac. On travaille avec l'association de Don Bosco qui replace ces mineurs-là. On travaille avec les missions locales aussi pour des jeunes qui seraient déscolarisés ou désocialisés. Ça c'est un travail qu'on fait nous aussi par ailleurs, et c'est vrai que on communique pas là-dessus, mais on le fait juste parce que ça nous fait plaisir de le faire et pour nous ça nous donne du sens et envie de se lever le matin. L'environnemental, on en a parlé. L'agricole, c'est aussi très consommateur de sol. On parle souvent du réchauffement climatique, mais la première catastrophe naturelle à laquelle on a à faire face, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et ça c'est directement lié à l'usage des sols et des terroirs qui sont particulièrement appauvris, avec une agriculture conventionnelle qui va utiliser le sol comme un substrat avant tout, et pas comme un partenaire. C'est vraiment comme une ressource. Là, c'est vraiment pas l'idée. Donc, on peut arriver nous ici derrière, même si on annihile le sol, hein, parce que concrètement, vous voyez, on a stoppé le contact avec le sol. En plus, on est sur une parcelle qui est polluée. Mais par contre, sur une serre de 1000 m², on produit autant que sur une surface au sol de 5000 m². C'est-à-dire que nous, notre travail derrière, à chaque fois qu'on va bâtir une ferme, on va acheter l'équivalent en surface 5 fois plus grand en friche agricole qu'on va réensauvager. Donc ça c'est notre objectif aussi. Donc cet effondrement de la biodiversité est principalement lié à la fragmentation, à la disparition des habitats. Donc on travaille là-dessus. Évidemment, il n'y a aucun pesticide dans la serre parce que si on a des insectes qui viennent là, on travaille comme on faisait avant au 19e siècle en lutte biologique intégrée, c'est-à-dire qu'on fait venir
les nuisibles des ravageurs qui vont. Donc il y a une sorte de petite guerre constante et sourde dans la serre entre insectes qui se pondent dessus, qui se mangent, etc. Ouais. Quatrième et dernier élément du développement durable sur lequel on se base, c'est le culturel. Et qui pour nous est aussi fondamental, c'est-à-dire que nos fermes sont des lieux de vie. On porte ce rôle-là, et c'est vrai que Emery en a parlé tout à l'heure, on a un rôle pédagogique à avoir, on est particulièrement installé dans des zones urbaines ou périurbaines, donc en contact direct, parce que c'est aussi décarboner aussi nos livraisons, en contact direct avec nos marchés. Ça nous permet ainsi de pouvoir les sensibiliser à qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce que la gestion du vivant et la nature, même en milieu urbain. On parle d'agribashing depuis quelque temps, et la FNSEA ou les jeunes agriculteurs ou les chambres d'agriculture s'en font beaucoup le relais. Et je peux le comprendre d'une certaine manière, parce que en fait il y a une dichotomie, un fossé qui s'élargit entre les urbains consommateurs, pour caricaturer, et les paysans qui produisent pour ces consommateurs-là, et la plupart du temps parce que il y a des a priori, il y a des fantasmes qui se créent par manque de communication entre les deux. Donc notre travail, même si en effet, je vous avoue que j'ai pas tout à fait le profil type d'un agriculteur en Converse, en pantalon Uniqlo et en t-shirt blanc, mais l'idée c'est qu'on se considère nous aussi comme des paysans, et donc réinstaller l'agriculture en ville, c'est avant tout refaire un mouvement de l'agriculture paysanne vers les villes. Au début du XXe siècle, vous aviez la plupart des grandes villes qui étaient entourées de ceintures maraîchères. C'était normal. On avait les circuits courts existaient déjà à l'époque. On n'a rien inventé. Hein. Ces ceintures maraîchères avaient pour objectif de produire les produits frais nécessaires à la ville. Donc ils allaient ensuite dans les marchés, sur les places centrales des villes pour vendre leurs produits. Avec l'urbanisation des villes, puisqu'en Europe maintenant 75% des habitants habitent dans des villes, ces zones-là ont été mitées, ont été grignotées et ont finalement disparu. Donc aujourd'hui, ce qu'on a dans notre assiette fait en moyenne, même pour du Made in France, entre 1500 et 2000 km pour arriver jusqu'à nous. Donc vous imaginez l'impact de la ville sur les gaz à effet de serre et les émissions de gaz à effet de serre qu'on peut avoir. Très bien. Donc notre ambition, elle est à la fois audacieuse et humble, parce qu'on gère du vivant. Donc le vivant, ça c'est haut et c'est bas. Donc elle est juste d'essayer d'apporter une solution, pas la solution, mais une des solutions à deux des problèmes majeurs, c'est ce réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité. Très bien. Merci beaucoup Thomas pour ce témoignage. On sera très attentif à partir de lundi, à la formation que tu as commencé à nous délivrer. On suivra ça forcément. C'est très inspirant. Merci. Peut-être Emery, sur un mot aussi peut-être de clôture par rapport à tous les témoignages qu'on a entendus, qui j'espère auront inspiré nos auditeurs. Il faudra presque qu'on se retrouve tous à Nieul-les-Aubiers pour les 50 ans de Labo Sens et Nature, presque. Mais je trouve ça formidable de voir la diversité des témoignages, leur richesse, et clairement l'entreprise de demain, c'est l'entreprise à mission qui se construit dès aujourd'hui, et c'est ça que je trouve chouette. C'est un levier d'innovation, c'est un levier d'engagement, c'est un levier de transformation, c'est un outil qui vient vraiment alimenter la stratégie de l'entreprise, que je trouve formidable. Et ce que je ressens, c'est que je ressens ça à chaque fois qu'il y a des retours d'expérience. C'est extrêmement riche d'avoir ces retours d'expérience de dirigeants qui se sont engagés sur ce chemin, qui est long, qui est exigeant. Parfois, il y a des injonctions contradictoires, mais il faut y aller parce que ça vaut vraiment le coup. Et l'essor des entreprises à mission, il n'est pas prêt de s'arrêter. C'est ce que j'en retiens en tout cas. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous pour ce moment. On a quasiment tenu les temps en plus. Et en plus, on a parlé truites et végétaux, donc c'est parfait pour nous mettre en ambiance maintenant pour aller pouvoir déjeuner les uns et les autres chez nous, malheureusement, la plupart du temps, et peut-être bientôt à nouveau en restaurant, on peut le souhaiter. Donc merci à vous tous et à très bientôt. Cette session sera rediffusée sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'ADI. Donc on poussera de l'information et certainement une newsletter qui vous renverra tout ça. Merci à tous. Je repasse la parole à Vincent Bost. Oui, simplement pour vous fixer un rendez-vous, et je pense que Jean-Luc et Bernard vous diront un mot de clôture. Simplement vous fixer un prochain rendez-vous, à la fois à nos adhérents et
et à nos futurs adhérents. Bon, d'une part, je remercie tous nos intervenants à cette conférence, tous les participants à cette assemblée générale, et donc fixer un rendez-vous à nos adhérents et aussi peut-être à nos futurs adhérents, car vous dire que nous travaillons sur un prochain forum des adhérents que nous souhaiterions pouvoir organiser en présentiel dès lors que les conditions sanitaires nous le permettront. Donc on espère pouvoir le faire à la rentrée de septembre. Et on espère pouvoir se retrouver en vrai pour s'inspirer, vivre une expérience, échanger autour des enjeux de la Nouvelle-Aquitaine en matière d'innovation. En particulier, je pense que le sujet des entreprises à mission était un vrai sujet qui méritait d'être traité. Il aura sans doute fait naître ou peut-être davantage conforté ou confirmé des vocations, des envies, des projets. En tout cas, c'était le sens de cette conférence. Je ne vais pas être plus long, je vais vous remercier. Je voulais remercier, encore une fois, avant de céder la parole à Jean-Luc, l'ensemble des équipes de l'agence et les remercier aussi pour leur très forte mobilisation dans l'association de tous nos adhérents pour les votes électroniques de ces dernières semaines. Donc merci à vous et merci pour votre engagement. Jean-Luc ? Merci Vincent. Je voudrais remercier les 4 intervenants. J'ai trouvé ça absolument passionnant et je pense que ça va bien au-delà des discours. En fait, des choses concrètes et efficaces se passent et c'est très agréable et c'est très inspirant d'écouter ça. Et ça nous fait regretter de ne pas être là en présentiel. Et ça fait beaucoup de sujets pour nos prochaines réunions. Donc merci encore à Aymeric Jacquillat et les 3 autres intervenants. Merci donc Antoine de cette organisation et de ce choix des intervenants extrêmement pertinent. Et merci aux équipes bien sûr et aussi merci à Vincent qui a animé les équipes. Je remercie très chaleureusement de son efficacité, de son action, parce qu'il a eu une première année, voire même une deuxième année, particulièrement gratinée, on va dire ça, pour sa prise de fonction de directeur général. Voilà, donc ce que j'espère, c'est que la prochaine fois, on se verra tous en présentiel, parce qu'on a beaucoup de projets, et beaucoup de projets collectifs, et beaucoup de projets de réunions avec vous toutes et vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite surtout une sortie rapide et sans dommage de cette pandémie. À bientôt. Ah, Bernard est encore là? Est-ce que Bernard... Oui, je suis toujours là. Je suis désolé, Bernard. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que tu es parti. Donc, je te laisse conclure. Non, mais je fais mien les mots que tu viens de prononcer et je regarde sur le compteur que la participation a décru quand le dernier des 4 intervenants a terminé de parler. Ce qui veut dire que vous avez, messieurs et mesdames, tenu en haleine. Moi, j'étais ravi d'entendre cette conférence-là. Je suis resté aussi jusqu'au bout. Vous voyez, ça continue à décroître sur votre compteur. Nous étions plus de 200 à vous écouter. Comme des accélérateurs de l'innovation que j'évoquais tout à l'heure, comme des innovations qui nécessairement doivent faire du bien à l'humanité. Les circuits courts, la transition vers l'agroécologie, mais la région est très attentive à tout ça. Le président Rousset en a parlé. C'est dommage parce que vous avez parlé de truite. En plus, il n'était pas là, ça aurait fait lever ses sourcils. Voilà, avec l'idée que la transformation vers des modèles plus respectueux, moins sobres, moins gloutons en matière de ressources, moins d'intrants, etc., elle doit s'accompagner. Parce que nous avons une structuration de l'agriculture qui, effectivement, a évolué ces dernières années vers le sens de l'extensif, qui retrouve le chemin de la qualité et des circuits courts. Et donc, la position de la région, ce n'est pas de décréter que nous devons aller vers l'agroécologie, même si vous montrez par définition l'exemple d'une transformation extrêmement rapide, parce que vous êtes des innovants, parce que vous êtes des inventeurs. Il faut accompagner cette transformation pour ne pas que les agriculteurs qui, en ce moment, vivent assez mal de leur métier, soient tabassés et soient mis à genoux. C'est pas comme ça qu'on aura une agriculture bio et de proximité plus forte. Voilà. En tous les cas,
ça correspond bien aux préoccupations qui étaient celles de la région il y a déjà plusieurs années, quand Alain Roussel a mis en place avec deux communautés scientifiques, deux dispositifs qui s'appellent Acclimatera, pour anticiper sur le réchauffement climatique et si possible le retrouver, et Ecobiose qui, comme vous le disiez dans la dernière intervention, prend en charge un moment de l'histoire où nous perdons chaque année plusieurs centaines d'espèces végétales et animales. Il ne faut pas oublier que nous faisons partie de ces espèces-là et que si la Terre continuera sans doute à tourner, il se pourrait à terme qu'elle tourne sans les espèces animales et végétales dont nous faisons partie qui l'habitent actuellement. Voilà. Merci pour le choix des intervenants, c'était vraiment passionnant et voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Merci. Donc, Bernard, avec ta permission, on clôture et surtout, on se dit à très bientôt physiquement pour qu'on puisse échanger, se voir et peut-être sourire. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir.